J'ai surpris mon mari avec sa maîtresse, le mot que je lui ai envoyé l'a fait laisser tomber le verre devant elle. Je m'appelle Regan Lewis, j'ai 36 ans et je vis à Charlotte, en Caroline du Nord. J'avais l'habitude de croire que je vivais un mariage tranquille et fiable jusqu'à cet après-midi fatidique où tout s'est effondré d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un vendredi, vers 16 heures, et je choisissais un cadeau d'anniversaire pour ma nièce au centre commercial quand je suis tombé sur Harper, une ancienne amie d'université que je n'avais pas vue depuis des années. Elle s'est approchée, et son sourire s'est effacé au moment où nos regards se sont croisés. « Regan, ça va ?» demanda-t-elle doucement, avec un air préoccupé. Avant que je puisse répondre, elle a dit quelque chose qui a fait que le sang s'est retiré de mon visage. « Je suis désolé si c'est indiscret, mais je viens de voir Ethan faire une réservation pour dîner pour 2 ce soir à 6 voix prime. Je pensais qu'il était en voyage d'affaires. » Le nom du restaurant m'a frappé comme un coup de poignard en pleine poitrine. J'ai entendu chaque syllabe, chaque battement de cœur manqué, chaque frisson qui me parcourait l'échine. J'ai forcé un sourire. « Tu as dû voir quelqu'un d'autre. » Harper m'a regardé droit dans les yeux. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais c'était Ethan. Il tenait son téléphone, confirmant une table pour 2 à 20 heures, et il n'était pas seul. Je me suis figé, non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que je la croyais trop facilement. Tous les signes sont revenus en mémoire, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtaient, les réunions tardives, l'eau de Cologne inconnue sur son col, les matins où il m'embrassait pour me dire au revoir mais ne pouvait pas croiser mon regard. Je les avais tous écartés parce que je ne voulais pas être l'épouse soupçonneuse. Maintenant, ils me sautaient au visage, tous en même temps. J'ai conduit jusqu'à la maison, les mains tremblant encore, même après avoir garé la voiture. Ce n'était pas difficile à confirmer. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé 6 voix prime avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver. « Bonjour, j'aimerais confirmer une réservation pour dîner ce soir au nom d'Ethan Lewis à 20 heures. » L'hôtesse a répondu poliment et sans hésitation, « Oui, madame. » Table pour 2 à 20 heures, près de la fenêtre. J'ai hoché la tête instinctivement, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Pas d'autres demandes ? Merci. J'ai raccroché et j'ai regardé le téléphone comme s'il venait de me signifier la condamnation à perpétuité de mon mariage. Je suis entré dans la chambre et j'ai ouvert le placard. Je n'ai pas pleuré. J'avais tout fait correctement. J'avais fait confiance. J'avais donné. Maintenant, il était temps de me préparer non pas à supplier, non pas à accuser, mais à affronter la vérité en face. J'ai choisi une robe en soie noire que je n'avais jamais portée. C'était un cadeau d'anniversaire que je m'étais fait il y a 2 ans, un cadeau que j'avais gardé pour une occasion spéciale. Ce soir, j'en créerai une. Je me suis coiffé, j'ai affûté mon eyeliner, j'ai peint mes lèvres d'un rouge profond non pas pour séduire, mais pour me rappeler que j'étais toujours moi-même, même si mon monde avait basculé au-delà de toute reconnaissance. À 19h30, je me suis garé de l'autre côté de la rue, en face de 6 voix prime. Le restaurant brillait de lumière chaude et dorée, ses vitres invitant les regards curieux depuis le trottoir. Je suis entré en souriant à l'hôtesse. J'aimerais une table avec une vue complète de la salle à manger, si possible. Il a hoché la tête avec respect et m'a conduite à une place nichée derrière une colonne décorative. De là, je pouvais voir chaque table, chaque mouvement, chaque inclinaison de tête. Personne ne pouvait me voir à moins de chercher. Je me suis assise avec un verre d'eau à la main, le cœur battant régulièrement. À 20h02, la porte s'est ouverte. Ethan est entré. Il a ajusté sa cravate, souriant un peu trop crispé. Puis elle est apparue, cheveux blonds ondulés, robe rouge moulante, comme sortie d'un magazine de mode. Je suis resté immobile, le dos droit, les lèvres pincées. Ma main reposait sur mon sac à main, où attendait un morceau de papier plié aux 15 mots écrits pour l'homme qui avait choisi la trahison plutôt que l'honnêteté. Je les ai regardés depuis ma place tandis qu'Ethan tirait sa chaise et s'asseyait en face d'elle, arborant le même sourire doux qu'il réservait autrefois à nos dîners d'anniversaire. Ils ont commandé du vin rouge. Elle s'est penchée pour lui murmurer quelque chose qui l'a fait rire, la tête penchée en avant. D'où j'étais assise, chaque geste entre eux était la preuve vivante de ce que je savais déjà. Elle paraissait avoir environ 30 ans, cheveux châtain clair, blonds, soignés mais pas ostentatoires. Sa robe en soie vert émeraude serrait sa taille, ses talons argentés brillaient, un collier de perles reposait juste au-dessus de sa clavicule ou le genre de femme qu'Ethan qualifiait autrefois de « trop apprêtée pour sembler réelle ». Et pourtant, il était là, trinquant avec elle comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance.
Je n'étais pas jalouse. Ce que je ressentais était une douleur sourde dans ma poitrine, non pas de l'avoir perdu, mais de réaliser à quel point je l'avais aimé aveuglément. J'ai fait signe au serveur, un jeune homme aux yeux vifs et à la compréhension silencieuse. Quand j'ai discrètement désigné la table d'Ethan, il a immédiatement hoché la tête. J'aimerais envoyer un mot à l'homme en chemise grise et cravate à rayures violettes, table-ci, dis-je doucement. Juste à lui. Et j'aimerais voir sa réaction. Il a souri d'un air entendu. Bien sûr, madame. J'ai sorti un petit bloc-notes de mon sac à main et j'ai écrit d'une écriture ferme et assurée, profite bien de ton dîner. J'espère que la nourriture n'est pas aussi fade que le mensonge que tu m'as raconté ce matin. 15 mots, aucune accusation, aucune supplication, juste assez pour arracher le masque parfait qu'Ethan avait passé des mois à construire. Le serveur s'est approché de leur table. J'ai suivi chacun de ses pas du regard, mon cœur battant non pas de peur, mais de la certitude que c'était le tournant. Il a posé discrètement le mot à côté du verre de vin d'Ethan, a murmuré quelque chose, puis s'est éloigné. J'ai retenu mon souffle. Ethan a froncé les sourcils, a pris le mot. Ses yeux ont parcouru les mots. En 3 secondes, j'ai vu son expression se transformer, confusion, puis reconnaissance, puis pure terreur. Le verre de vin lui a glissé des mains, renversant du rouge sur la nappe. La femme a reculé brusquement lorsque le vin a éclaboussé sa robe. « Ethan, que se passe-t-il » demanda-t-elle, clairement alarmée. Il n'a pas répondu. Ses yeux parcouraient le restaurant, hagards, comme un homme traqué. Je suis resté immobile, mais au moment où son regard s'est posé sur moi, je me suis levé. Nos regards se sont croisés. De l'autre côté de la pièce, il s'est figé. Elle a répété son nom, a tendu la main vers son épaule, mais il l'a repoussée, les yeux rivés sur moi comme s'il ne pouvait pas croire que j'étais réellement là. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement levé mon verre d'eau et incliné légèrement la tête, comme un toast silencieux à leur soirée de trahison. Puis je me suis retourné et je suis parti sous les lumières douces du restaurant, mes talons résonnant doucement sur le plancher en bois. Quand la porte s'est refermée derrière moi, l'air vif de l'automne a caressé ma peau comme un rappel silencieux, j'étais toujours vivante, toujours entière. Et pour la première fois depuis des années, c'était moi qui dirigeais l'histoire. Je ne suis pas rentré chez moi juste après avoir quitté 6 voies primes. J'ai conduit à travers la ville pendant près d'1 heure sans destination, sans intention de m'arrêter. Les lampadaires s'étalaient sur mon pare-brise comme des traînées de souvenirs que je n'avais pas complètement lâchés. Chaque fois que mon téléphone s'allumait avec le nom d'Ethan, je l'ignorais. Le premier message est arrivé à 20h30, « Regan, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je t'en supplie. » Puis le second, « C'est juste un malentendu. Ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, appelle-moi. » J'ai désactivé la sonnerie. Le reste est arrivé par vagues d, « S'il te plaît, long, court, désespéré, mêlé à de faibles excuses, je t'aime. Toi seul. » Elle ne signifie rien. Je te dirai tout. Ne m'abandonne pas. Nous pouvons encore arranger ça. J'ai tout gâché. Quand je suis arrivé dans l'allée, il était presque 23 heures. La maison était silencieuse, les lumières du salon toujours allumées comme s'il m'attendait là, ou peut-être juste par peur d'être dans le noir. Ethan était affalé sur le canapé, chemise froissée, les mains dans les cheveux comme un enfant surpris en train de tricher à un examen. Au moment où la porte s'est ouverte, il a levé les yeux, injecté de sang, soit par manque de sommeil, soit par culpabilité. Je suis entré, j'ai posé mon sac à main sur la chaise et j'ai dit calmement, « J'écoute. » « Vas-y. » Ethan s'est levé, chancelant, comme si même ses jambes ne lui faisaient plus confiance. « Regan, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » J'ai croisé les bras. « Super. Alors dis-moi, jusqu'où ça n'est pas allé ?» Il a dégluti, les yeux fixés quelque part par-dessus mon épaule. « Juste quelques mois. 6 mois. Elle s'appelle Clara. Nous avons travaillé ensemble sur un projet commun. 6 mois, ai-je répété, chaque mot tombant comme une pierre. Pendant que je préparais notre 10e anniversaire? Pendant que je nous réservais un week-end à Asheville? Pendant que je veillais tard pour écrire ce mémoire de recherche, et que tu disais, je vais me coucher tôt pour me reposer. C'était ces 6 mois-là. Il est resté silencieux, puis a marmonné, je suis désolé. J'ai eu un sourire narquois. Ne t'excuse pas, continue.
Je veux t'entendre dévoiler chaque dernière couche du mensonge. Soudain, son ton a changé. Regan, tu es toujours si occupé. Ton travail passait toujours en premier. Même quand j'avais besoin de toi, tu avais des réunions, des échéances, des conférences. Je me sentais seul. J'ai laissé échapper un rire, assez aigu pour couper. Tu viens de rejeter la faute de ta tromperie sur le fait que j'ai une carrière? J'étais occupé, oui, mais je n'ai jamais oublié l'hommage à ton père. Je préparais le dîner 3 soirs par semaine. Et je te demandais toujours si tu avais besoin de quelque chose quand tu disais que tu te sentais fatigué. Ne déforme pas les choses. Il a détourné le regard. Je ne savais pas que ça deviendrait aussi grave. Tu ne savais pas, dis-je, les dents serrées. Parce que tu n'as jamais voulu savoir. Tu t'es habitué à ce que je gère tout. Tu pensais que je resterais toujours silencieuse, que je pardonnerais toujours, que je serais toujours ton faire-valoir. Ethan s'est de nouveau affalé sur le canapé, les mains agrippant sa tête. Je me suis égaré. Clara m'a fait me sentir vu. Mais maintenant je réalise que j'ai jeté la chose la plus importante. Je me suis assise en face de lui, le dos droit, la voix assurée. Alors laisse-moi te poser une dernière question, l'aimes-tu? Il m'a regardé comme si cette question avait brisé quelque chose. Je ne sais pas. J'ai hoché lentement la tête. C'est une réponse suffisante. Pendant toute la conversation, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Mais quelque chose en moi s'est brisé non pas à cause de la liaison, mais parce que l'homme assis en face de moi n'était plus la personne en qui j'avais cru autrefois. Ethan a dit autre chose à voix basse, mais je ne l'ai pas entendu. Je me suis levé et me suis dirigé vers les escaliers. À partir de maintenant, tu dors dans la chambre d'amis. Je ne veux pas te voir dans mon espace. En me retournant et en montant, j'ai entendu une lourde expiration derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté. Après cette confrontation glaciale, Ethan est resté en bas tandis que je gardais l'étage comme ma propre zone de sécurité. Nous avons à peine parlé pendant une semaine, mais je n'ai pas sombré dans le doute ou le désespoir comme il s'y attendait probablement. Je ne me suis pas effondré. J'ai commencé à documenter. J'ai créé un dossier séparé sur mon ordinateur portable, défini un nouveau mot de passe et commencé à compiler chaque indice que j'avais précédemment ignoré, des dépenses étranges sur notre compte joint au dîner pour 2 à l'hôtel Bramble Creek, facture de spa à Asheville, aux frais de conférence qui coïncidaient justement avec les dates où Clara était mystérieusement absente du bureau. Un soir, alors qu'Ethan était sorti faire une promenade, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, je suis entré dans son bureau à domicile. Il le verrouillait habituellement comme s'il contenait des secrets d'État, mais je connaissais son ancien mot de passe, le nom de sa mère éplé à l'envers. Il fonctionnait toujours. Le disque dur externe était branché sur le côté de son ordinateur. J'ai copié son contenu sur ma propre clé USB, puis j'ai ouvert tranquillement dossier après dossier. Tous ne concernaient pas Clara, mais l'un d'eux m'a fait me redresser d'un coup, un dossier intitulé « Stratégie Skiffle ». À l'intérieur se trouvaient des présentations internes, des documents d'analyse et des courriels sauvegardés détaillant une acquisition prévue d'une start-up fintech appelée Alden Core, où Clara occupait actuellement le poste de directrice du développement de projet. Un long fil de courriels entre Ethan et une personne identifiée comme cache-BAPES, clairement Clara Peterson, montrait qu'elle envoyait à Ethan des données sensibles, rapports de flux de trésorerie, plan d'expansion pour le prochain trimestre, et même des dossiers de personnel clés. Chaque document était étiqueté « confidentiel, usage interne uniquement ». Je savais qu'Ethan travaillait dans la gestion d'actifs, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait l'audace d'utiliser des informations privilégiées pour diriger des investissements. Ce n'était plus seulement une liaison, c'était une violation grave des lois sur les valeurs mobilières. J'ai imprimé les fichiers les plus critiques, sauvegardé une autre copie sur le cloud et les ai compressés dans un dossier sécurisé. J'avais besoin de conseils juridiques maintenant, de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui comprenait la loi sans poser trop de questions. J'ai appelé Ryan, mon frère aîné, qui travaillait au bureau de la Security and Exchange Commission, SEC, à Raleigh. J'ai besoin que tu répondes à quelques questions, hypothétiquement, dis-je dès qu'il a décroché. Une autre hypothèse à la Regan? Le ton de Ryan était mi-plaisantin, mais il est vite devenu sérieux. Vas-y. Disons que la personne A utilise des informations non publiques provenant d'un employé senior de la société B pour façonner les stratégies d'investissement de sa propre entreprise, dis-je lentement. La personne B a envoyé les données par courriel personnel, clairement marqué comme interne.
Ils n'ont rien divulgué à aucun organisme de réglementation. Cela dure depuis plusieurs mois. La personne serait-elle poursuivable en vertu de la loi? Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Si ce que tu dis est vrai, non seulement c'est possible, mais c'est certain. C'est un délit d'initié, au bas mot. Ils s'exposeraient à des sanctions civiles, au pire, à des accusations criminelles, à la perte de leur licence, voire à la prison. J'ai fermé les yeux. Merci. C'est juste une idée pour un roman que j'écris. Ryan a soupiré. Regan, si tu es impliqué dans quelque chose, suis le protocole. Ne confronte personne directement. Et souviens-toi, ne supprime rien. Je sais. J'ai raccroché, le cœur toujours froid. J'ai regardé par la fenêtre du bureau, où la ville paraissait plus calme que d'habitude la nuit. Une partie de moi voulait crier sur Ethan, lui jeter les imprimés au visage comme un acte d'accusation, mais j'avais appris que les hommes comme Ethan ne craignent que ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Je ne lui en donnerai pas la chance. Je retournerai discrètement toutes les pièces sur l'échiquier, et quand viendrait le moment de l'échec et mat, il n'aurait nulle part où fuir. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, j'ai commencé à élaborer mon propre plan, non par vengeance, mais pour protéger ce qui m'appartenait de droit. La trahison d'Ethan n'était pas seulement émotionnelle, elle était calculée, exploiteuse et bien plus profonde qu'une simple liaison. Première étape, sécuriser mes finances. Je suis allé à la banque le lundi matin, dès l'ouverture. Je m'étais habillé avec soin, j'avais apporté des relevés de compte imprimés et des documents prouvant ma contribution. Bonjour, mademoiselle Lewis. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, sourit le banquier. J'aimerais ouvrir un nouveau compte, dis-je calmement mais fermement, à mon nom uniquement. Et j'aimerais transférer ma part légalement équitable de notre compte joint vers celui-ci. Nous avons passé plus d'une heure à éplucher chaque transaction, chaque flux de revenus. Au final, j'ai transféré 187 000 $ sur mon nouveau compte, le montant que je pouvais raisonnablement vérifier comme étant ma propre contribution, moins les retraits douteux qu'Ethan avait effectués au cours des 6 derniers mois. J'ai également rencontré une conseillère financière indépendante que Ryan m'avait autrefois recommandée. Elle a examiné l'ensemble de mon portefeuille, signalé les risques liés à Ethan et m'a aidé à mettre en place une surveillance de crédit et des protections à mon nom uniquement. Ne laissez pas les émotions vous paralyser, m'a-t-elle dit en partant. Vous faites ce qu'il faut pas seulement pour maintenant, pour votre avenir. Deuxième étape, constituer un levier juridique. J'ai passé 3 nuits consécutives à organiser chaque document dans des dossiers classés par catégorie, courriel, capture d'écran, fichiers internes de Alden Core auxquels Ethan n'aurait jamais dû avoir accès. J'ai horodaté chacun d'eux pour montrer que son comportement n'était pas seulement contraire à l'éthique, il enfreignait potentiellement la loi fédérale. J'ai imprimé 2 jeux complets, un pour la maison, un pour le coffre-fort de la banque. Sur la couverture de chaque classeur, j'ai étiqueté « Plan d'urgence » à transmettre à la SEC en cas d'escalade juridique. J'ai également créé une toute nouvelle adresse électronique avec un mot de passe distinct, jamais connecté depuis des appareils partagés. Chaque nuit, pendant qu'Ethan dormait sur le canapé, je téléchargeais un fichier à la fois, de sorte que s'il arrivait quelque chose, un clic suffirait à exposer toute la vérité. Troisième étape, affronter Clara. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai choisi la seule chose qu'Ethan n'aurait jamais imaginé que je ferais, confronter la femme qu'il avait utilisée comme levier derrière mon dos pendant 6 mois. Je lui ai demandé de me rencontrer dans un café branché du centre-ville de Durham, en milieu de journée, en public. Pas de place pour le mélodrame. Clara est arrivée avec 15 minutes de retard. Elle portait un tailleur beige, un sac à main cher, et est entrée comme si elle pensait rencontrer l'épouse arrangée de son petit ami. Une énergie défensive émanait de chacun de ses pas. Regan, fit-elle une pause, les yeux pétillants d'incertitude. J'ai hoché la tête. Asseyez-vous. Je ne suis pas ici pour faire une scène. Elle s'est assise en face de moi. Je ne savais pas qu'Ethan n'était pas séparé. Il m'a dit que nous vivions comme des colocataires. J'ai coupé court, que notre mariage n'était qu'une formalité. Que j'étais trop occupée, trop froide, trop distante. Clara s'est mordu la lèvre, n'a pas répondu. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai fait défiler des photos, notre 10e anniversaire à Charleston, le dîner de Noël avec les 2 familles, un message qu'Ethan m'avait envoyé il y a à peine 3 semaines, merci de toujours croire en moi. Elle est restée silencieuse, son visage perdant ses couleurs en regardant l'écran. Il nous a menti à toutes les deux, dis-je, non plus en colère, juste lucide.
Mais voici le vrai problème, il utilise les données que vous lui avez fournies pour commettre un délit fédéral. Elle a levé les yeux. Quoi? J'ai sorti un courriel imprimé, je l'ai posé sur la table. Vous lui avez envoyé des données internes des systèmes de Alden Core. En vertu de la loi fédérale, c'est de la collusion d'initiés. Vous pourriez perdre votre emploi, ou pire. Clara s'est figée. Après une longue pause, elle a expiré d'une voix tremblante, sa main tremblant en ramassant la page. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Il a dit que c'était juste une étude de marché. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous pouvez choisir de le croire, ou vous pouvez choisir la vérité. Clara a dégluti. Si je coopère, que ferez-vous? Je n'ai pas encore décidé, dis-je froidement. Mais je sais que vous ne voulez pas être celle qui portera le chapeau pour ce qui l'orchestre. Vendredi, 8h45, je me tenais devant le hall vitré de Northbridge Capital, où Ethan avait occupé le poste de vice-président de la stratégie pendant les 7 dernières années. L'élégant bâtiment de verre de 8 étages avait autrefois été sa fierté. Aujourd'hui, ce serait l'endroit où il affronterait les conséquences de sa propre arrogance. Ethan ne savait absolument pas que je venais. Il supposait que j'étais à la maison ou quelque part encore en train de reconsidérer, comme il m'en avait supplié ces derniers jours. Mais j'avais discrètement envoyé un courriel au président du conseil d'administration la veille au soir, joignant des preuves et demandant une brève présentation lors de la réunion interne de ce matin. Je suis entré vêtu d'un tailleur gris foncé, chaque bouton fermé. La réceptionniste a marqué une légère pause lorsque mon nom est apparu sur la liste des invités. Elle a souri. Bonjour, mademoiselle Lewis. Ils se réunissent dans la salle 2 au 5e étage. Je vais vous accompagner. J'ai hoché la tête poliment, le regard assuré. Je n'étais pas là pour faire du bruit, j'étais là pour rétablir l'ordre. Lorsque la porte de la salle de conférence s'est ouverte, tous les regards se sont tournés vers moi. Ethan se tenait près de l'écran du projecteur, au milieu d'une présentation sur la fusion avec Alden Core. Il avait l'air confiant, animé. Ses yeux se sont figés lorsqu'ils se sont posés sur moi. Regan, a-t-il à peine murmuré, reculant comme s'il avait vu un fantôme. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé Monsieur Michael Grant, président du conseil d'administration. Il s'est levé, a fait un geste vers le podium et a dit fermement, « Nous avons convenu de laisser mademoiselle Lewis prendre la parole pour une raison spéciale. Veuillez lui accorder votre attention. » J'ai connecté mon ordinateur portable au projecteur. La première diapositive est apparue à l'écran, évaluation des risques internes, transaction Alden Core. J'ai commencé, mon nom est Regan Lewis. En tant qu'actionnaire indirect par le biais d'un fonds affilié, et personne détenant des preuves concrètes de faute professionnelle interne, je suis dans l'obligation de porter cela à votre attention. Diapositive 1, capture d'écran de courriel entre Ethan et Clara Peterson. Objet, ne pas partager, calendrier interne Alden Core. Contenu, trace IP ou tout clairement affiché. Des murmures ont empli la pièce. Ethan a balbutié, c'est faux. Elle l'a interrompu calmement, vous pourrez répondre lorsque j'aurai terminé. Diapositive 2, facture d'hôtel, relevé bancaire, reçu de transfert tout montrant qu'Ethan avait utilisé les ressources de l'entreprise pour financer des réunions non officielles avec Clara au cours des 6 derniers mois. Diapositive 3, un enregistrement audio d'une conversation entre Ethan et Clara où il lui demandait d'obtenir des rapports de flux de trésorerie avant leur publication officielle. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Un membre du conseil s'est penché vers Monsieur Grant, lui chuchotant quelque chose. Ethan a essayé de garder son sang-froid, mais j'ai remarqué que sa main se serrait fortement. J'ai conclu, j'ai soumis tout cela à la SEC ce matin à 8h10. J'ai travaillé avec des conseillers juridiques pour m'assurer que chaque étape a été transparente. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de protéger cette entreprise d'une transaction juridiquement compromise. Monsieur Grant a posé ses mains sur la table et s'est tourné vers Ethan. Avez-vous une réponse, Ethan? Ethan a sursauté. Je ne savais pas qu'elle avait enregistré ça. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. J'ai juste... Vous ne pensiez pas, dis-je d'un ton égal. Le problème, c'est que vous saviez. Un directeur financier a feuilleté un dossier, puis a déclaré, je propose que nous suspendions toutes les activités liées à Alden Core en attendant l'enquête. Je seconde cela, a ajouté quelqu'un d'autre. Nous allons lancer un examen interne et retirer temporairement Ethan de toute prise de décision stratégique, a déclaré Monsieur Grant.
Ethan s'est tourné vers moi, les yeux flamboyants. Depuis combien de temps prépares-tu ça? Que veux-tu de plus, Regan? J'ai calmement fermé mon ordinateur portable et rassemblé mes papiers. Je ne veux rien. Je ne te laisserai simplement pas entraîner qui que ce soit d'autre dans ta chute. Je suis sorti, laissant derrière moi une salle de conseil stupéfaite, un Ethan secoué, et une entreprise qui commençait tout juste à se réveiller de son illusion de confiance. 3 jours après cette réunion fatidique, Ethan a été officiellement suspendu. Un mémo interne a été envoyé à tous les employés indiquant « Monsieur Ethan Lewis se retirera temporairement de toutes ses fonctions exécutives pendant que l'entreprise enquête sur des allégations relatives à la conduite éthique et à la sécurité interne. » La formulation était diplomatique, mais tout le monde a compris, c'était la manière de l'entreprise de le retirer du siège même qu'il occupait autrefois avec tant de fierté. Je ne me sentais pas heureuse, mais je me sentais soulagée. Quelques jours plus tard, la SEC a lancé une enquête préliminaire. Plusieurs courriels, dossiers financiers et journaux de communication entre Ethan et Clara ont été extraits. Je le savais parce que la personne qui me contactait de la SEC était un ancien collègue de mon frère. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais la précision de leurs questions m'a indiqué qu'Ethan n'avait aucune issue. Il a fait ses valises et a quitté notre maison le dimanche après-midi, silencieux presque tout le temps. Alors qu'il pliait sa dernière chemise dans la valise, il m'a regardé, les yeux injectés de sang. J'avais tort. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas secoué la tête. J'ai simplement répondu, je sais. Quelques jours plus tard, j'ai demandé le divorce. Je n'ai rien demandé de déraisonnable. La demande indiquait clairement que je garderais les actifs auxquels j'avais légitimement contribué, les parts indirectes dans Northbridge par le biais de mon fonds d'investissement indépendant, et le petit appartement pour lequel j'avais versé un acompte à Sutton, Charlotte. Étonnamment, Ethan n'a pas objecté. Il a signé dès la première réunion avec l'avocat, peut-être parce qu'il savait qu'il était dans de beaux draps, ou peut-être parce qu'il comprenait que cette fois, je ne céderais pas. J'ai emménagé dans le nouvel appartement 2 semaines plus tard. C'était au 6e étage d'un petit immeuble avec un balcon donnant sur la verdure pas grand, pas luxueux, mais paisible et entièrement à moi. J'ai placé mon bureau près de la fenêtre, acheté un nouveau chevalet et installé une toile vierge, attendant son premier coup de pinceau après 8 ans. Mon premier jour devant elle, je n'ai rien peint de spécifique, juste des tons mélangés, des gris froids, des bruns sourds, une pointe d'ambre. Je me suis simplement laissé respirer. Pendant la journée, j'ai commencé à prendre des projets de conseil en éthique d'entreprise, principalement grâce à des recommandations d'anciens amis et du réseau financier de Charlotte. Personne n'a posé de questions sur Ethan, bien que je sache qu'ils avaient entendu, les nouvelles se sont répandues plus vite que je ne l'avais prévu. Mais cette fois, je n'ai pas fui. J'ai laissé le passé là où il devait être, derrière moi. Vendredi après-midi, alors que je préparais des documents pour une conférence, j'ai reçu un courriel du département des ressources humaines de Northbridge. Le message était bref, « Chère Madame Regan Lewis, nous confirmons par la présente que vous êtes une actionnaire légale détenant 2,6% et 6% des capitaux propres de la société par le biais du fonds d'investissement X. Bien que le conseil d'administration supervise les opérations en attendant la nomination d'un nouveau PDG, nous vous remercions sincèrement pour votre coopération et votre transparence durant cette période. » J'ai relu la dernière ligne 2 fois, puis j'ai souri doucement, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que pour la première fois, tout semblait enfin être à sa juste place. Un autre après-midi, alors que je préparais du café, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité quelques secondes avant de décrocher. La voix était étrangement familière. Clara ? Regan, je n'appelle pas pour m'excuser. Je voulais juste vous faire savoir que j'ai soumis une déclaration personnelle à la SEC. Je coopérerai pleinement. Je n'ai rien dit. Elle a continué, sa voix plus lente maintenant, j'ai également démissionné. Je ne veux pas rester dans un environnement que j'ai aidé à compromettre. Puissiez-vous vous retrouver? J'ai répondu, ni amère ni conciliante. L'appel s'est terminé, mais je savais une chose, la tempête était passée, et j'étais toujours là, entière. 6 mois après la réunion décisive, Charlotte au début de l'automne chatoyait de douces teintes orangées. La lumière du soleil était juste assez chaude pour que j'ouvre les portes du balcon, installe une chaise en tissu, une tasse de thé chaud et mon ordinateur portable sur une petite table en bois. Je venais de terminer un rapport de conseil en éthique pour une jeune start-up, une équipe pleine d'idéaux, croyant encore que la transparence pouvait survivre dans le monde des affaires.
travailler avec eux m'a fait réaliser que je n'étais plus en deuil, j'entrais simplement dans un nouveau rôle. Occasionnellement, mon téléphone recevait des messages d'un numéro anonyme. Je savais que c'était Clara. Elle envoyait de brèves mises à jour sur sa coopération avec la SEC, parfois juste une ligne, merci de m'avoir aidé à le voir plus tôt. Nous ne nous sommes jamais appelés amis, mais il y avait une compréhension tacite entre nous, comme deux personnes qui s'étaient autrefois trouvées dans la même pièce en train de s'effondrer, chacune trouvant sa propre issue. Je ne pensais plus beaucoup à Ethan. Les nouvelles à son sujet s'étaient raréfiées. Selon Ryan, l'enquête était toujours en cours. Ethan avait été interdit d'exercer dans la finance pendant 3 ans et condamné à une amende suffisante pour le forcer à vendre presque toutes ses parts restantes. Je n'en étais pas heureuse, mais je n'en étais pas triste non plus. Je me sentais juste plus légère, comme si une vieille partie vide de moi s'était effritée pour faire place à quelque chose d'autre, de plus stable, de plus réel. Un après-midi, après avoir fermé mon ordinateur portable, j'ai sorti une feuille de papier du tiroir de mon bureau du genre que j'utilisais pour les notes manuscrites à l'époque où je faisais de la recherche, légèrement texturée, de couleur crème, parfaite pour que l'encre bleue glisse doucement et sûrement. Et j'ai commencé à écrire. Cher Ethan. Cela fait des mois depuis cette nuit à 6 voix prime, où tu as reçu le mot que j'avais fait passer par un serveur. 15 mots, mais ce mot a dénoué 15 années que j'avais autrefois cru être de l'amour. Je me demandais autrefois comment quelqu'un qui disait « je t'aime » chaque matin pouvait me mentir chaque nuit. Plus tard, j'ai réalisé que la trahison ne commence pas par l'adultère, elle commence par le silence, quand l'un choisit d'ignorer les sentiments de l'autre. Tu as choisi le silence avant que je ne réalise à quel point nous dérivions. Tu as choisi la comédie avant même que je ne pose la question. Je n'écris pas cela pour te blâmer. Je ne veux plus être en colère, cette émotion ne fait que me ramener à une personne à laquelle je n'appartiens plus. J'écris cette lettre pour tourner la page non pas pour toi, pour moi. Ta trahison, aussi cruelle fut-elle, m'a forcé à affronter une question que j'avais longtemps évitée, qui suis-je quand je ne suis plus Madame Ethan Lewis? Étrangement, la réponse ne m'a pas effrayé, elle m'a libéré. Je suis quelqu'un qui se reconstruit, pièce par pièce. Je dors dans un petit appartement où personne ne me dit de rentrer tôt. Je me réveille sans vide lorsque la chaise en face de moi est inoccupée. Je prépare mon propre café, j'écoute ma propre musique et je souris toute seule. Ethan, je ne t'aime plus, mais je n'ai aucun regret. Ce mot nous a changés tous les deux. Et si j'avais à nouveau le choix, je l'écrirais encore, je l'enverrais encore par les mains d'un étranger à un homme qui signifiait autrefois tout, parce qu'à travers lui, je me suis trouvé. Adieu. Regan. J'ai plié la lettre et l'ai placée au fond du tiroir de mon bureau. Je ne l'enverrai jamais. Elle n'était pas pour Ethan, elle était pour moi, un dernier rituel pour fermer la porte derrière moi, non pas avec des larmes, mais avec quiétude. Dehors, la lumière du soleil basculait vers le début de soirée. J'ai attrapé un pinceau, ouvert un pot de bleu cobalt et commencé une nouvelle peinture, non pas pour me souvenir de ce qui avait été, mais pour raconter une histoire que j'écrivais maintenant de mes propres mains et avec ma propre liberté. L'histoire de Regan n'est pas seulement un voyage à travers la trahison, c'est la preuve que la douleur, lorsqu'elle est affrontée correctement, peut devenir le fondement d'une renaissance. Dans le monde réel, beaucoup choisissent le silence ou la reddition, mais Regan a choisi la vérité, l'indépendance et le respect de soi. Elle ne s'est pas seulement relevée, elle a avancé avec une force tranquille, sage et inébranlable, faisant réfléchir les autres à leur propre choix ou un rappel que la paix appartient à ceux qui osent lâcher prise de ceux qui ne les méritent plus. Que pensez-vous du choix de Regan? Auriez-vous le courage de faire la même chose à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires de famille touchantes et puissantes.